maintenant commencer cette première table ronde thématique sur la justice sociale et environnementale. Ça sera animé par Joséphine Martin, membre d'Emmaüs Community Development Society en Inde, animatrice de cette table ronde, donc intitulée « Conjuguer justice sociale et environnementale au présent et au futur, quel possible ?» Et pour cela, nous allons être accompagnés de Jeanne Guien de France et de Massa Koné du Mali. Merci à vous et bonne écoute. Thank you, Julie. After listening to Oliver about his presentation on the future, what are our responsibilities, how we have to work forward, I think this is the right time to discuss and listen on the problems that is happening around the globe and what are the studies that has been made. So we have two speakers among us. Before that, I'd like to have a small information that who are working on agroecology. Can you raise your hands? Who are working on water, alternative energy, ethnic seeds, among disabled people, education, and recycle, reuse. Yeah. Thank you. So those are the basic actions that are contributed towards combating social and environmental justice that addresses the causes of poverty. So we have Massa Koné from Mali. Massa Koné is a farmer who was evicted from his land several years ago, has since been an activist in a union which combats land grabbing and protects family farming. He became a lawyer and now works to train the underprivileged in Mali, especially the farmers, and defend their rights. He is a coordinator of No Walks Africa and spokesperson for the Malian Convergence Against Land Grabbing, and spokesperson for the Global Convergence of Struggles for Land and Water, West Africa, which includes 16 West African countries that organize caravans to influence policies so that the rights of the communities are recognized. Welcome, Masi. And we have Jeanne Guien. So Jeanne Guien holds a PhD on aggregation and philosophy. In 2019, she defended a thesis on planned obsolescence. Now an independent researcher, she has published 2 books on the history of consumerism and everyday consumer products. Her research focuses on the history of consumer society and obsolescence, including street waste pickers, food recovery, and multiple waste collection. Jeanne is also a spokesperson for the association Resistance l'Agression Publicitaire, which fights the current advertising system. She is also a host at Horseair, an online media outlet that presents interviews with artistic and intellectual personalities who come to express their critical points of view on various subjects. Welcome, Jeanne. So, Merci. I'm just opening the session with a question. How would you define it, and why does this fight affect us all? Can you explain this? Thank you. Masi, yours. Merci. Je remercie les uns et les autres et aussi Emmaüs qui m'ont invité à cette rencontre. Et surtout la question aujourd'hui qui nous tient tous au cœur, qui est de protéger la planète. Et pour protéger la planète, il faut une justice environnementale, une justice sociale. Et la définition qu'on peut donner à une justice environnementale qui est inclue à la justice sociale, c'est un respect d'abord des droits, des diversités et notre comportement envers cette diversité qui fait partie d'un écosystème qui est composé d'abord des humains,
et de tout ce qui est là pour favoriser notre vivre et le respect qu'on a pour tout ce qui est sur la Terre, qu'on appelle l'écosystème. Donc, cette définition résume à une prise de conscience et de respect d'une vivre ensemble et du respect qu'on doit à tout ce qui est notre environnement et surtout à ce respect de ces différentes classes sociales et aux revenus de la répartition de ce qu'on peut faire sur la terre. Olivier vient de parler de la pauvreté. Oui, la pauvreté est la première injustice sociale qui est liée à beaucoup de facteurs. Mais cette injustice sociale est l'être humain, son comportement est quelque chose, est le premier responsable de cette injustice sociale. Cette différenciation des classes, cette exploitation des humains sur l'autre humain et cet soi-disant développement d'intelligence, cet développement de la technologie qui détruit notre environnement et qui crée cette indifférence et cette violation de droits qui répercute à une inégalité de répartition des revenus. Donc c'est comme ça que j'ai défini l'injustice sociale. Et la partie environnementale est cruciale. Parce qu'aujourd'hui, nous subissons tous cette partie d'injustice environnementale, que si tu es riche et pauvre, tu peux être dans tes bunkers, mais tu le subis. Qui est en train de dérèglement et qu'on voit tout le chaos sur la planète, mais nous sommes en partie responsables. Le comportement des humains envers sa nature est responsable et nous sommes les premiers accusés, raison pour laquelle cette injustice impacte nous tous. Donc c'est comme ça que j'ai donné ma définition sur l'injustice environnementale qui est incluse dans l'injustice sociale et que chacun doit s'impliquer pour réduire cette inégalité et s'investir à changer de comportement et avoir la raison en face. Merci. Thank you, Massé. Pour continuer, je dirais que c'est pas si évident de dire qu'on est tous et toutes concernés par la justice sociale et environnementale. C'est un peu problématique comme formule parce qu'en fait, précisément le rôle de ces concepts de justice sociale et environnementale, c'est de dire qu'on n'est pas tous concernés et toutes concernées de la même manière par les inégalités et par la destruction de l'environnement. C'est-à-dire que ces concepts, ils ont une utilité et une force historique, je pense, dans la mesure où ils viennent s'opposer au grand récit de l'écologie mainstream qui malheureusement n'est pas aussi loin de nous qu'on pourrait l'espérer. Un certain récit unifiant, universaliste, qui voudrait que voilà, les problèmes environnementaux soient une grande catastrophe, qui serait la même pour tout le monde, qui arriverait bientôt, dans le futur, on ne sait pas exactement quand, mais de plus en plus bientôt. Bientôt, il sera peut-être trop tard, qui concernerait tout le monde au même titre, au même moment, dans le futur. C'est faux. Déjà, c'est pas le futur. Pour plein de personnes, c'est déjà arrivé. C'est soit le présent, soit le passé, et même un très lointain passé. Les génocides, les ethnocides et les écocides sont arrivés à travers toute l'histoire du capitalisme. Donc c'est déjà le passé ou le présent de beaucoup de personnes qui ne le subissent pas au même titre. L'intervention précédente nous a bien rappelé que les plus pauvres subissaient le plus durement les dérèglements climatiques. Et d'ailleurs, c'est pas que la pauvreté aussi, comme il y a plein de facteurs d'exclusion qui viennent aussi renforcer cette exposition. Donc, on est toutes et tous concernés par ce problème en tant que problème politique vis-à-vis duquel on doit se montrer solidaire. Ça, oui. Après, est-ce qu'on en est tous victimes, tous et tous victimes à la même hauteur ? Non.
Mais c'est justement parce que on n'est pas tous victimes au même titre que c'est un problème d'inégalité. Et à ce titre, évidemment, je dirais qu'on doit et on peut évidemment en être solidaires politiquement tous et toutes. Thank you, Jean. So, Merci. So in this way, our movement is working on this social and environmental justice for a quite long time, and as the Emmaus movement is based on recycling, reuse, and reduce. As we are here today, roughly around 400 people traveling around the world from different countries, making a lot of carbon footprint. But yet, we are fighting against it. So the work has been evolved in a way that today we take the responsibility as what has been done in the past, and now we are working towards that. We take the responsibility to get justice for the victims of environmental degradation by the capitalistic, by the industries, by the multinationals, by the development, by the growth, and by the modernity. This inequality, as Jan said, has already brought a large damage among the vulnerable communities for the grassroots who we work with. As our friends in Americas who have taken the responsibility of the state of recycling all the waste that is dumped in the streets. And in Europe, our community friends and companions are making new models like the chairs and the tables that we hear. They are making an art. They are making a life out of dead things, and also reducing the economical burden of people who are struggling a lot. And our friends from Africa and Asia, they're working on ecology, and also our friends from Africa in the past have worked on Lake Nokwe, who have taken that lake, brought back into life, created a community, and strengthened the community which was relying on that lake. We have made an impact. We have shared that changes are possible. Our actions are strong, our alternatives are positive. And our commitment will be continuing and need to be strengthened, and we look forward in making a change so that our grassroots, our vulnerable communities, where we are from, where we belong to, have received proper justice and have an assurance of a future. Now, Mase, how does resource monopolization, specifically of land and water, generate social and environmental injustice? Oui, merci pour la question. Et il est bon quand même de parler d'un petit contexte qui est propre à l'Afrique et surtout à l'agriculture paysanne. Et les situations sont différentes, raison pour laquelle leur solution est fortement différente à partir des continents. Et l'Afrique, jusqu'à preuve de contraire, et surtout l'Afrique subsaharienne, nous sommes à 75% rural. Nous sommes à 75% rural. Et par l'effet de l'histoire, c'est tout récemment qu'on a pris conscience des enjeux et qui sont autour de nos ressources naturelles. Pour la seule raison que nos pays à l'indépendance, il n'y avait même pas 3% qui pouvaient écrire et lire. Or, nos constitutions, nos lois sont écrites soit à la langue française, soit à la langue anglaise. Ça dépend de qui a colonisé quel endroit. Donc, cette maîtrise de la législation était entre les mains de quelques personnes
et qui sont au pouvoir. C'est parti de la défense de l'intérêt des colons à la protection de l'intérêt de l'élite qui est au pouvoir, au détriment de la grande communauté qui sont là, qui produit, mais qui ont une confiance à ces personnes, soi-disant parce qu'ils savent lire et écrire et qui leur ont confié leur destinée. Le premier problème d'abord, c'est ça. Les gens voyaient les forêts complètement partir en fumée, coupées, mais disaient que non, le rôle régalien de l'administrateur qui est là est de protéger ces communautés, du politicien qui est au pouvoir est de protéger ces communautés. Donc cette confiance était là, ainsi de suite. Le danger a été quoi? Vous savez, nous avons notre reconnaissance, légitimité traditionnelle. Nous sommes des tribus dans nos différents contrées qui se revendiquent de la propriété de leur territoire. Il y a eu des États, la balkanisation a mené Côte d'Ivoire, Mali, Bénin, Togo, tant. Mais traditionnellement, les communautés traditionnellement savent et connaissent leur terroir et ont une forme de gouvernance traditionnelle. Mais ne savaient pas que de tout ce territoire qui est là, qui est leurs ressources naturelles dont ils bénéficient, de leurs forêts, de leurs lacs, des ressources naturelles qui sont là, qui ne sont pas propriétaires. Or, dans toutes les législations, c'est écrit que tout appartient à l'État. Mais ne savant ni lire ni écrire, nous ne le savons pas. Et comment ça a commencé à arriver? Avec le pompage ils ont pompé en extrême nos environnements avec les coupes abusives de bois. Quand les dérèglements ont commencé à frapper jusqu'au plus petit des agriculteurs, quand l'agriculture est devenue complètement conventionnelle, où nos expériences d'agriculture ont été foulées aux pieds et dire que non, il y a la technologie, il y a les engrais, il y a les herbicides. Et quand les prix de ces soi-disant intrants et engrais ont flambé, et que les petits paysans commencent à se voir de plus en plus sous une fardeau de manque de revenus et d'endettement même auprès des petits commerçants qui viennent acheter nos milles, nos riz pour aller le revendre. Donc, c'est comme ça que les gens ont commencé à prendre conscience. Et le plus grand danger a été quoi? C'est que la terre n'est pas élastique. La terre n'est pas élastique. Quand l'exploitation était dans des zones qui n'étaient pas proches des villages, et jusqu'au petit à petit, avec les découvertes des richesses, l'exploitation commence à s'approcher de ces villages. Et quand la Banque mondiale, lors d'une étude en 2009, a contraint nos États à mettre les terres au marché mondial sous forme de sécurité alimentaire, où les grandes bailles amphithéotiques ont commencé avec l'agriculture commerciale, des cannes à sucre, des soja, des coton. Donc c'est comme ça que le paysan dans son village a été frappé de ces problèmes d'accaparement des terres, soit par exploitation minière, ou soit par une baille amphithéotique d'exploitation des grandes surfaces de terres, des milliers d'hectares pour faire de monoculture, pour la soi-disant sécurité alimentaire dont nous avons toujours combattu. Et quand ce pauvre petit paysan comme je suis a eu des engrais subventionnés et qu'il le mettait dans son champ sans pourtant se rendre compte que dans 5 ans, 6 ans, au lieu de mettre 2 sacs, il va mettre 4 sacs, il va mettre 10 sacs et par fini même, qu'il ne pourra même pas avoir le contrôle de son terre d'exploitation. Donc c'est en ce moment que le grand problème a commencé, que les gens ont commencé à prendre conscience. Et je reviens à la question typique, qui est en quoi l'accaparement des terres, l'accaparement des ressources naturelles joue sur l'injustice environnementale et sur l'injustice sociale. D'abord, les grandes terres qui sont accaparées, ces terres sont accaparées par des multinationales qui font du monoculture, soit pour l'huile de palme, soit pour faire des bananes, soit pour faire du coton. Mais pour le faire, ils utilisent des produits chimiques. Ils utilisent ces herbicides qui, d'abord, déciment complètement l'écosystème autour d'eux,
de deux, qui détruisent nos sols, et trois, qui polluent l'eau, qui polluent les nappes phréatiques, qui polluent les lacs. L'exemple a été que je suis dans un pays où il y a beaucoup d'exploitation d'or, mais ces batailles sur les fleuves aujourd'hui, on le voit, parce que l'or est traité par des produits chimiques, qui est le cyanure. Il est versé où? S'il est versé sur le sol, il descend en profondeur pour la nappe phréatique. Et la plupart des cas, c'est des nappes artificielles qui sont créées et qui prennent leur source soit dans une fleuve ou soit dans une nappe naturelle. Donc, ces produits qui sont ces produits chimiques, leur traitement permet de polluer cette eau. Ou soit, ils vont aller chercher de l'eau dans la nappe phréatique. Nous sommes dans des pays où nous vivons, tout le monde n'a pas l'eau de robinet chez nous. Les gens, ils ont l'eau de puits, qui est souvent à 5 mètres, à 10 mètres. Mais si un multinational vient faire un grand forage pour traiter ces minéraux, il puise dans la nappe phréatique, et vous allez voir tous les puits des villages environnants taris, et qui créent un problème de crise d'eau, parce que la nappe, il puise plus dans la profondeur pour faire sortir de l'eau et traiter leurs minéraux, et plus que les communautés n'ont pas d'eau pour leur maraîchage, n'ont pas d'eau pour leurs besoins. Donc, un premier facteur d'injustice sociale. Le deuxième facteur, s'ils ont des permis d'exploitation ou s'ils ont des bails amphithéotiques, ce sont nos terres qui sont prises, nos villages sont expulsés. Donc, alors, tout le monde sait que nous sommes des tribus, des communautés qui ont dans leur terroir, mais avec leur culture, leur identité, leur tradition. Et quand on est expulsé de son terroir, de son territoire, mais on perd son identité. Parce que l'identité est liée à cette valeur culturelle. L'identité est liée à nos traditions. Et une fois expulsé, donc tu perds cette identité. Et ça, c'est très important. Donc, un deuxième facteur d'injustice. La famille s'explose, l'éducation n'est pas là, on n'a même pas d'école. Regardez toutes ces grandes zones d'exploitation minière, il n'y a même pas de route. Il n'y a même pas d'école. Nos parents cotisent de leur poche pour avoir quelque soutien, soit d'une ONG, soit de quelqu'un d'un bienfaiteur, pour pouvoir payer les professeurs. Parce que le gouvernement dit qu'il n'y a pas... Non, la chance est que si ton enfant arrive à dépasser, chez nous on dit le DF, pour aller au lycée, oui, les lycées, ils sont à combien de kilomètres? Les écoles primaires, ils sont à combien de kilomètres? Donc, pour dire que ce facteur d'accaparement des terres, que je ne parle même pas de son coloraire, des défenseurs des droits humains qui sont emprisonnés, des gens qui sont forcés Mali militaires parce que l'entreprise vient, l'entreprise passe par un document qu'on appelle un document légal. Soit il a un permis d'exploitation, soit il y a un bail amphithéotique, soit il a un contrat d'amodiation. Tout ça, c'est des formes de contrats qui partent à partir des forêts, des exploitations minières et de l'accaparement des terres arabes pour la monoculture. Mais les communautés qui sont là, qui n'ont aucun document pour matérialiser leurs droits, n'ont pas justice. Tu pars devant les cours de la justice, les communautés, les chefs de village, le chef de tribu qui vient, les gens s'organisent pour y aller. On dit, mais où est votre document? Qu'est-ce qui prouve que cette terre vous appartient? Bien vrai que vous êtes une ethnie. Chaque ethnie, chaque nom est collé à son terroir en Afrique. Chaque nom est collé à un terroir. Si je dis mon nom, si je me présente, les gens il vient. Les gens peuvent se tromper par le nom de ces pays, parce que c'est des pays balkanisés, des noms collés. Mais les gens savent de quel terroir je viens. Et donc, une fois que ces terres sont prises, donc tu es expulsé, tu ne peux devenir qu'un étranger dans un endroit, dans un autre contrée, qui peuvent t'accepter par solidarité, mais qui ne peut pas accepter tes cultures, qui ne peut pas accepter ta tradition, parce que lui aussi défend ses valeurs. Donc c'est pour dire que le problème d'accaparement des terres crée la famine, l'explosion de nos maisons, la perte de notre valeur culturelle identitaire, mais aussi crée un problème d'écosystème, parce que là où ils font du monoculture, ils coupent tout. Tu trouves que la terre est plate, comme ça. Ils coupent tout. Il n'y a rien de vivant, sauf ce qu'elles veulent produire pour apporter. Et y compris aussi les zones minières, les terres sont dégradées, tu les regardes en profondeur. Donc c'est pour dire que
l'accaparement des terres, c'est ce qui nous a obligés, peut-être la question va venir, à nous organiser pour réengager notre forme de lutte, pour essayer de changer cette forme de faire par la législation, mais par des actions concrètes. Merci. As you said, there is no legal protection, legislative promises for the vulnerable. They are always looted by the corporates. They will be looted, and we have to stand together to fight against that. Now, Jian, how do our economic models of production and consumption, including secondhand, contribute to social and environmental injustice? Merci de me donner la parole. Oui, je commencerai déjà là encore par faire une petite remarque sur la question. Nos modes de production, nos modes de consommation, c'est aussi un mot bien abstrait, comme tout concerné, il me pose problème parce que on sait très bien, là aussi, quand on étudie les injustices environnementales, que ce sont les modes de production et de consommation des pays les plus riches qui sont responsables des crises de destruction de l'environnement et de la surexploitation. Donc moi, je travaille sur ces modes de production et de consommation-là, et c'est de cela que je parle. D'abord, il faut dire qu'ils produisent énormément de déchets, tant à la production qu'à la consommation. Un exemple de destruction environnementale liée à une production, on en a déjà eu avec ce qui vient d'être dit. C'est par exemple cet accaparement de l'eau, ou ça peut être aussi l'empoisonnement de l'eau dans les pays qui connaissent beaucoup de sous-traitance pour la production de vêtements. On sait très bien que l'eau va être empoisonnée par les rejets de ces entreprises qui font beaucoup de teintures, de traitements, etc. Donc ça, c'est par exemple les déchets à la production. Sur les déchets à la consommation, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question des produits jetables. Donc je peux évidemment particulièrement vous parler de ça, qui sont là aussi des produits qui sont d'abord venus de l'Europe et des États-Unis. Donc c'est évidemment, j'ai pas besoin de le détailler, je pense des produits qui engendrent énormément de déchets puisqu'ils sont faits pour être jetés. Mais c'est aussi, et c'est sur ça que je voudrais insister, je pense que c'est un peu plus lié à notre thématique, c'est des produits qui impliquent une certaine répartition inégalitaire du travail. Ces produits ont été vendus, ont été promus par la publicité comme épargnants du travail. C'est notamment un discours qui a été adressé aux femmes pour leur dire qu'avec les produits jetables, elles allaient moins travailler parce que mettre des couches jetables, utiliser de la vaisselle jetable, toutes sortes de produits jetables, ça impliquait moins de travail d'entretien pour elles. Et c'est vrai, ça implique moins de travail d'entretien pour elles, mais ça n'implique pas moins de travail en général. C'est-à-dire que ces produits-là sont des produits qu'il faut par définition sans cesse refabriquer, puisqu'on doit les remplacer, on doit les racheter. D'ailleurs, c'est aussi un travail qui revient aux femmes, de racheter sans cesse ces produits. Donc on peut déjà contester le fait que les femmes ont économisé beaucoup de temps de travail avec la société de consommation, mais c'est peut-être un sujet en plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la société dans son ensemble, si on peut parler comme ça, n'a pas économisé du tout de travail avec ces produits-là, qui non seulement doivent être sans cesse refabriqués, ce qui constitue une empreinte sur l'environnement énorme, surtout que c'est beaucoup des produits en plastique, et qui aussi doivent être derrière traités comme déchets. Et là aussi, c'est du travail, la gestion du déchet, c'est du travail. Donc, c'est du travail, certes peut-être pas du travail domestique délégué aux femmes qui travaillent gratuitement à la maison, mais c'est du travail délégué donc aux ouvriers et aux ouvrières qui fabriquent ces objets-là et aux travailleurs et travailleuses des déchets qui sont chargés de les collecter et de les rendre invisibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ces travailleurs-là sont aussi rendus invisibles. C'est des métiers qui sont aujourd'hui extrêmement délocalisés vis-à-vis des centres de consommation. Donc, ce qu'on appelle souvent la pollution exportée. Vous allez, un pays qui va beaucoup consommer un certain type de produit ne va pas subir les nuisances liées à sa production et sa reproduction constante, vu que c'est à l'autre bout du monde. Et puis, par contre, la gestion des déchets, on se dit souvent, c'est plutôt un travail local. C'est pas délocalisable, on dit, parce qu'effectivement, si vous mettez vos déchets à votre porte, il faut bien quelqu'un qui est pas très loin pour aller les chercher, surtout si la poubelle est sortie tous les jours. En réalité, là, on sait aussi que c'est des produits qui sont délocalisés très très loin,
qu'il y a de l'export de produits de déchets, souvent d'ailleurs sous titre autre que déchets. On va exporter des D3E, des déchets électriques et électroniques au Ghana en disant que c'est des produits de seconde main, par exemple. Mais ça vaut pour les vêtements, ça vaut même pour ce qui est reconnu comme déchets, le plastique en Asie du Sud-Est notamment. Par ailleurs, même ces travailleurs et travailleuses des déchets qui sont sur place, qui sont les personnes qui vont collecter et pas celles qui vont recycler à l'autre bout du monde, eh bien, vivent aussi une certaine invisibilisation. C'est des métiers qui sont mal connus, mal vus, mal représentés, peu payés et de plus en plus privatisés. Pour le cas de la France, que je connais le mieux, c'est malheureusement la régie publique de collecte des déchets cède peu à peu le pas à des entreprises privées où la précarité est plus grande et les salaires encore plus bas. Donc ce sont ces métiers-là qui ont plus de travail et moins de reconnaissance. Et qui, évidemment, ce qui évidemment ne garantit, empêche que des normes environnementales soient meilleures. Et toutes ces nuisances, l'invisibilisation, le déplacement de ces nuisances, c'est aussi ça, l'injustice environnementale. Je rappelle qu'une des origines de ce concept, c'est une lutte contre une décharge. Aux États-Unis, dans le comté de Warren, j'imagine beaucoup de gens connaissent ici cette histoire, peut-être je la raconte encore, mais dans le comté de Warren, au tout début des années 80, il y avait un projet de décharge de terre toxique, empoisonné au PCB, qui devait être mis quelque part. Et évidemment, c'est tombé sur une communauté afro-américaine, sur un quartier afro-américain, et qui s'est mobilisé pour dénoncer le fait que c'est toujours les communautés les plus exclues qui subissent le plus les nuisances, dont en général elles ne sont pas les causes. Donc voilà pour un petit rappel. Donc je dirais ça concernant les modes de production et de consommation des pays les plus riches. Ils sont d'autant plus injustes qu'ils sont basés sur cette délocalisation, invisibilisation, négation du travail énorme de reproduction et de collecte et de gestion liés à la perpétuation de ces modes de vie, de confort, dont franchement on s'est passé depuis très longtemps et on pourrait forcément se passer. Thank you, Jeanne. Yes, of course, wastes and garbages are being dumped in landfills, end up in landfills, and that pollutes the water and the land, and it is affecting our people, especially the people who are living around the place. In India, we have big dump yards that are being burnt out. The smoke causes health issues, and it also creates like lot of issues. Like the lands that are being used as dump yards are claimed by the government, and that belongs to the poor people. So again, our process is not, our models are not effective, and it is an injustice. So Kone, what forms of collective organization are you involved in to advance your fight, and how are the people affected by these injustices also involved? Oui, merci pour la question. D'abord, c'est pour dire que de tout ce que je viens d'expliquer, il fallait un moment quand même que nous prenions notre sort entre nos bras et pour pouvoir agir. Comme je vous l'ai dit, nos représentants, nos élites qu'on appelle, parce que nous, qui sont le gouvernement, les États qui est censé nous protéger et qu'on a vu qu'il ne faut pas qu'on se laire, et quand ce comportement d'accaparement des terres a atteint beaucoup de communautés, et quand ces effets commencent à être là, à nous impacter fortement, donc il fallait se mobiliser. D'abord à travers nos organisations. Moi, je suis du Mali. Quand on dit l'union, c'est les mouvements de lutte de base qui sont mis ensemble. Cette union, vous allez voir que c'est une organisation de base qui est composée de ces victimes, soit d'accaparement des terres, d'expulsion foncière, des problèmes environnementaux,
des problèmes d'injustice sociale. Et c'est partant de là, vu tout ce que je viens de dire, qui est, quand tu pars devant la justice, tu n'as pas de justice, parce que tu n'as aucun document, la législation ne vous défend pas, vous êtes impacté, emprisonné, expulsé de vos villages. Et donc, il fallait quand même résister. Et de cette résistance, nous étions obligés de créer des alliances. Des alliances avec des syndicats paysans, de toutes les grosses organisations communautaires du Mali, qui nous a poussé d'aller de notre lutte, action et des grandes marches qu'on fait, à aller vers la mise en place de la convergence malienne contre les accaparements des terres. Et cette convergence qui était composée de plusieurs organisations, et même des organisations qui sont... Parce que nous sommes, nous, des organisations de lutte de base, on n'a pas l'expertise de tout ce que nous voulons engager comme combat. Il fallait avoir d'autres organisations qui ont d'autres expertises. Donc, il fait qu'il y a eu des mouvements de défense des droits de l'homme, il y a eu des mouvements qui sont forts en plaidoyer. Donc, c'est comme ça que nous, quand nous sommes mis ensemble, et de tout ce qu'on a engagé en termes de revendications, nous avons constaté qu'il faut d'abord lutter sur des niveaux. Un premier niveau pour attirer l'attention de nos politiques. Et c'était même une question que j'allais poser à Olivier de Tuteur quand on parle de la rencontre du mois de septembre. La seule question que j'allais dire, mais ils vont se retrouver entre États, ils vont prendre une décision, ils vont se parler pour sortir avec une charte ou quelque chose. Et la voix de tous ceux qui sont là, qui vont faire des forums, qui vont sortir avec des résultats concrets, qui va apporter cette voix? Oui, il sera là, il va apporter cette loi, mais est-ce que cela va suffire à l'écouter? Quand j'ai fait référence à toutes les grands COP qu'on organise, qu'ils ont organisés, jusqu'à présent, pas de solutions, il n'y a que des fausses solutions au changement climatique. Donc, nous nous sommes organisés pour apporter notre voix. Et ça, c'était obligatoire, au-delà de toute appartenance politique. Parce que souvent, nous sommes noyés, notre problème est noyé dans des appartenances politiques, et qui fait qu'on n'est même pas respecté dans nos revendications. Il fallait revendiquer cette injustice sociale auprès des politiques, peu importe celui qui est devant vous. Trouver une solution. Mais pour ça, on était obligé de faire aussi avec des experts qui étaient capables de réfléchir avec nous pour dire que voici des propositions de politique ou des propositions de loi. Et quand vous arrivez à les faire passer, cela va atténuer, ce n'est pas une solution, mais ça va atténuer ce comportement et ça va ouvrir une brèche qui vous permet de revendiquer. Donc, c'est la chose qu'on a eu à faire au sein de la convergence. Mais nous avons vu que le problème n'est pas un État ou un autre État. Non, le problème même, c'est régional. Et c'est la raison pour laquelle, et partant de toute cette expérience, nous avons vu qu'il y a 3 choses qui sont menacées, qui menacent la planète. Et ces 3 choses sont guettées, qui est la terre, l'eau et les semences paysannes, que ce soit animales ou végétales. Vous avez vu les semences, l'Europe le sait très bien. Aujourd'hui, les semences paysannes sont même condamnées ici, les gens sont obligés de se cacher pour le faire. Et nous, jusqu'à présent, on a ces réserves de semences paysannes qu'on doit se battre pour d'abord préserver. Parce que moi, jusqu'à preuve de contraire, je n'ai de toute l'agriculture, mais cette année, je n'ai jamais payé une semence. J'ai toujours ces semences traditionnelles qu'on cultive. Et nous avons vu l'arrivée des mêmes multinationales, des firmes, qui veulent complètement détruire et faire disparaître ces semences paysannes au profit de leurs propres semences. Quand ils prennent nos semences, ils tripatouillent les gènes et ils reviennent se revendiquer de leur intelligence et de leurs droits sur ces semences. Et il faut se battre d'abord pour préserver ces semences paysannes et pourquoi il faut avoir de bonnes politiques sémencières dans nos États. De 2, la terre. Tous ces multinationales, pour investir chez nous, ils ont besoin de la terre. Et de 3, l'eau, qui est notre vie. Donc, il fallait, coûte à coûte, s'organiser autour de ces 3 matières. Et c'est ce qui nous a poussé, à partir de nos pays respectifs, les différents mouvements se sont mis ensemble au sein de la convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes. Et engager des actions, porter d'abord des grands plaidoyers au niveau national et au niveau sous-régional.
parce que nous avons la CEDEAO qui est le niveau sous-régional, d'abord appuyer ces politiques par des actions. Et pour faire ces actions, il fallait que les communautés des différents États qui ne se connaissent pas, qui se méfient, doivent voyager les uns vers les autres pour faire des grandes sensibilisations. Et mettre en avant notre expérience d'agroécologie paysanne, qui est vraiment exploitée dans les différents pays, mais qui doivent avoir une reconnaissance dans nos législations. Et pour ça, nous étions obligés d'engager des grandes politiques et des grandes actions qu'on appelle les caravanes qui se font chaque 2 ans et des grands forums pour que nos politiques, nos chefs d'État, nos gouvernements et les victimes d'accaparement des terres puissent avoir la parole et attirer l'attention de nos politiques et proposer des bonnes législations. Donc, c'est comme ça que nous procédons dans l'action que nous menons dans nos différents pays. Bon, pas assez de temps, donc... Yes, Kone. Yes, a few of our friends from South America are working against these land-grabbing companies, and they are fighting for their water where they belong to, especially the tribes, the local people over there. Yes, we need to sensitize and campaign against these policymakers, and that comes first. So, Jian, second-hand has its limits, so does Emmaus model, as we do. Could you tell us a little about this and how a movement like ours can defend a true model of social and environmental justice? Alors, j'en profite pour dire, puisque par rapport à cette question, que j'ai moi-même été membre d'un groupe Emmaüs. Donc, et puis par mes différents engagements par la suite, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la récup et du recyclage. Donc peut-être voilà, axé par rapport à ces thématiques-là. Donc évidemment, il faut dénoncer les plus gros acteurs, à la fois, comme ça vient d'être dit, par un plaidoyer et par la défense de communautés économiques alternatives, que ce soit des communautés qui existent déjà, paysannerie, culture vivrière, toute justement cette gouvernance territoriale communautaire dont parlait Massa Kone précisément, la protéger. Et puis là où elle n'existe plus, eh bien, essayer d'en créer de nouvelles communautés économiques qui puissent, en même temps qu'on dénonce ces gros acteurs qui détruisent et exploitent, et qui puissent nous permettre d'avoir accès à d'autres formes d'échanges économiques, d'autres formes de subsistance. Et là, il me semble que c'est le rôle d'un mouvement comme celui d'Emmaüs que de proposer ces formes de communautés alternatives dans lesquelles il y a des formes d'autoproduction, il y en a. Hein. Je me suis baladée 2 secondes au village des associations. En 2 secondes, j'ai tout de suite vu qu'il n'y avait pas que de l'artisanat qui était proposé et pas que de la récup, il y avait aussi de l'alimentation. Donc des réseaux d'autoproduction, d'échange, de récupération, de fabrication, de réparation, etc. Bref, des espaces communautaires où on peut créer une économie alternative. Et ça, il me semble que Emmaüs, depuis ses débuts, le fait, sous des formes très variées. Hein. Je sais que c'est un grand mouvement avec plein de groupes différents. Alors, ce que je dirais là-dessus, donc, bon, évidemment, comme il y a des groupes et des manières de faire très différentes, je ne peux pas les prendre les uns après les autres, mais faire une remarque un peu générale. Excusez-moi si c'est trop général et que ça ne s'applique pas à tous vos groupes, mais en travaillant moi-même à Emmaüs et notamment dans un groupe qui était un chantier d'insertion, j'ai eu quand même le sentiment que ce travail-là, de créer une communauté d'échange, notamment autour du travail des déchets, n'était pas toujours assez représenté à sa juste valeur. Il était très mis en valeur dans la communication envers les consommateurs et les clients du bric-à-brac. C'était effectivement présenté comme un geste écologique de venir ici, un geste de solidarité. Mais j'avais l'impression que dans la représentation en interne du travail, la valeur pour elle-même, la valeur en soi du travail du déchet, n'était pas toujours très claire. Dans le cadre de travail dans ce chantier d'insertion, par exemple, on proposait des contrats très courts, contrats précaires, très courts, mal payés, et on considérait comme sortie positive, comme on dit dans le travail social, le fait, par exemple, d'avoir derrière un CDD à Carrefour. Autrement dit, dans la grande distribution de neuf, qui détruit nos sols, achète ces produits polluants dont je parlais tout à l'heure. Et je trouvais ça vraiment dommage que le travail
dans le bric-à-brac soit considéré comme une sorte de sas avant de rentrer dans la vraie économie, et que rentrer dans cette vraie économie, c'était ça qui était vraiment bien, et c'était ça qui était considéré comme, je cite encore, sortie positive. Donc ça, c'est l'exemple du chantier d'insertion. Il y a la grève à Grande-Synthe aussi, récente, qui a montré aussi que des travailleurs d'Emmaüs étaient mal payés, maltraités. Ce sont des travailleurs du déchet, et on a en quelque sorte du mal à se dire que ce travail, il a de la valeur en lui-même, et que les gens, quand ils sont formés, ils doivent être reconnus comme des gens qui ont un métier, et que ce métier-là, il a une valeur, une très grande valeur. Et donc, toute cette bonne volonté publicitaire, communicationnelle qu'on a envers les consommateurs des bric-à-brac, pourquoi on ne l'a pas en interne envers les travailleurs? Il faut reconnaître que ce travail a de la valeur en soi, payer les travailleurs du déchet en conséquence, les aider à régulariser leur situation. Et j'ajouterais aussi, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, essayer de travailler à l'unité transversale, on va dire, des travailleurs des déchets. Parce qu'on remarque aujourd'hui, c'est le cas de la France, là aussi, excusez-moi si je généralise, il y a différentes formes du travail du déchet qui ne communiquent pas entre elles. Il y a le milieu que je dirais du travail formel, les éboueurs, les travailleurs des déchetteries, qui ont une sorte de stabilité, au sens où ils ont un contrat, c'est du travail formel, mais ils sont complètement invisibles et on ne les considère pas comme des acteurs de l'écologie. Il y a le monde associatif, qui lui a tout ce capital symbolique valorisant de l'écologie, qui s'en sert beaucoup pour recevoir des subventions, mais qui est souvent un travail, là aussi, comme je disais à l'instant, précaire, formel, mais très précaire, avec des petits contrats, des subventions, des subventions à redemander sans cesse, à coup de bilan, de projets, etc. Donc une certaine précarité, même si on a la valeur associée à l'écologie. Et puis il y a tout ce monde, là où il n'y a ni capital symbolique, ni travail formel, ni contrat, ni emploi, ni rien du tout, du travail du déchet informel, des gens qui ramassent, qui revendent dans la rue, etc. À Paris, en région parisienne, on les appelle les bifins. Je sais qu'aux quatre coins du monde, il y a les catadores, les cartoneros, toutes sortes de noms pour les waste pickers, les ramasseurs de déchets. Et ben, ces trois domaines-là, j'ai envie de dire waste picker of the world unite, il faut quand même qu'on arrive ensemble à se parler, à travailler ensemble, et à que tout le monde bénéficie à la fois d'un travail formalisé, juste, reconnu, protégé, et du capital symbolique qui va avec. Parce que c'est pas certain qu'ils doivent être reconnus comme écolos, et puis les autres, ils sont juste en train de lutter contre la pauvreté, ils sont juste en train de faire ce travail un petit peu dégradant, et après, derrière, ils auront autre chose. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Thank you, Masa, and thank you, Jeanne.